Qu'est-ce que c'est que la boîte de vitesse? Eh bien, c'est l'élément qui me permet de gérer la puissance de mon moteur. Alors vous savez que selon les situations qu'on va rencontrer sur la route, on n'aura pas toujours besoin d'avoir la même puissance, la même capacité d'accélération. Et pour gérer ça, on a 5 rapports de vitesse différents. Et 5 rapports de vitesse qui n'ont pas la même puissance. Donc la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Parfois, on a une sixième vitesse sur les modèles un petit peu plus haut de gamme. Alors, pour bien comprendre, il faut savoir qu'en réalité, on n'a pas un moteur, mais on a 5 moteurs. Chaque rapport de vitesse, c'est comme un moteur. Un moteur avec sa propre utilité, sa propre capacité d'accélération. Alors, maintenant que vous savez ça, on va voir ensemble quel est le rapport de vitesse qui a le plus de puissance. Alors si vous vous rappelez bien, dans votre livre de code, vous avez certainement dû voir différents animaux qui représentaient chacun des rapports de vitesse. Alors vous avez dû voir, je vous les donne dans le désordre, un bœuf, un cheval, un guépard, un éléphant et une gazelle. D'accord? En fait, ces animaux ont été choisis en fonction de leur puissance ou de leur vitesse. D'accord? Tout à l'heure, on va les remettre dans le bon ordre. On va d'abord essayer de bien comprendre le principe. D'accord? Comment ça marche? Alors, pour ça, je vais vous demander d'imaginer que vous êtes en train de pousser un gros tonneau rempli d'eau. Un gros tonneau super lourd, hein, il fait 200 litres, 200 kilos. Alors, quand est-ce que ça va être le plus difficile pour vous de le pousser? Est-ce que ça va être au début, quand il ne roule pas encore, ou bien une fois qu'il a commencé à rouler? Alors réfléchissez 2 secondes. Alors c'est facile, ça sera beaucoup plus difficile de le pousser au départ, quand il n'a aucun élan, d'accord? Il est immobile, il est super lourd, il faut l'arracher du sol. C'est pas évident. Par contre, une fois qu'il commence à rouler, déjà il a commencé à prendre un peu d'inertie, c'est déjà plus facile de continuer à le faire avancer. Et après, une fois qu'il est bien lancé, alors là, c'est carrément facile. On va courir derrière le tonneau et le pousser avec un seul doigt. Ça suffira. Alors pourquoi je vous explique tout ça? Eh bien, parce que pour la voiture, c'est exactement la même chose. Votre voiture est super lourde. Elle fait au moins 1 tonne. D'accord? Il y a des voitures qui font 2 tonnes, voire plus, hein, les gros 4x4 par exemple. Donc, le moteur a besoin d'avoir beaucoup de puissance au début, d'accord, pour faire avancer la voiture. Il a besoin d'un bon coup de fouet. Une fois qu'elle commence à rouler, c'est comme pour vous avec le tonneau, le moteur va moins forcer. Donc, on pourrait dire que la première vitesse est la vitesse qui est la plus puissante de toutes. D'accord? Ensuite, la deuxième est moins puissante, la troisième est encore moins puissante, et ainsi de suite. Alors pourquoi elles sont moins puissantes? Eh bien on l'a vu avec le tonneau, tout simplement parce qu'au plus on prend de la vitesse, au moins on a besoin de force pour continuer à faire avancer le tonneau ou le véhicule. Bon, maintenant on va essayer de remettre les animaux dans le bon ordre. Alors quel est celui qui a le plus de puissance? Vous vous en doutez, c'est l'éléphant. Donc du coup l'éléphant représente la première. Ensuite c'est le bœuf. Ensuite le cheval, puisqu'il court plus vite, puis la gazelle qui court encore plus vite, et puis le guépard, au final, c'est vraiment l'animal le plus rapide, donc il représente la cinquième, hein, puisque quand on est en cinquième, on roule vite. Maintenant, je vais vous poser une petite colle. On va revenir à notre tonneau. Imaginez qu'une belle montée se dresse devant nous. Est-ce qu'on va devoir forcer plus pour faire continuer le tonneau à avancer, ou moins? Bon, c'est évident, on va forcer plus. Alors avec la voiture, c'est aussi exactement la même chose. Donc la voiture est lourde, la montée arrive, on commence à ralentir, on commence à peiner pour avancer, même si on accélère à fond, on voit qu'on n'arrive plus vraiment à avancer. Alors qu'est-ce qu'il faut faire, à votre avis? Sachant que les rapports de vitesse les plus bas sont les plus puissants, hein, puisque la première est la plus puissante, hein, rappelez-vous, ensuite c'est la deuxième, etc. Donc si je suis par exemple en quatrième dans la montée, qu'est-ce que je vais devoir faire pour continuer à avancer?
eh bien, il va falloir rétrograder. Rétrograder, c'est un mot super important qui veut dire descendre les vitesses. Puisque j'ai plus de force en bas, ben, je descends les vitesses. Tout simplement, ça va me permettre de me relancer. Alors maintenant que vous savez à quoi sert la boîte de vitesse, on va voir à quel moment on change les vitesses quand on roule. Pour ça, il faut écouter le bruit du moteur. Le bruit du moteur, c'est ce qu'on appelle le régime moteur. Le régime moteur, c'est la vitesse de rotation du moteur. En tous les cas, dès qu'on sent que le moteur commence à forcer, on passe le rapport supérieur. C'est assez intuitif, mais comme certains d'entre vous ont un peu de mal à faire ça au début, notamment lorsque on rétrograde parce qu'on entend beaucoup moins le bruit du moteur, je vais vous donner une deuxième méthode qui est plus facile pour commencer. Alors, cette méthode, c'est grâce au compteur de vitesse. En fait, chaque vitesse a une plage d'allure spécifique. La première va de 0 à 20 km/h. Mais dès qu'on passe 20 jusqu'à 40, on est en seconde. Et dès qu'on passe 40 jusqu'à 60, on est en troisième. De 60 à 80, c'est la quatrième. Et dès qu'on passe 80 jusqu'à la vitesse maximale, alors pour vous c'est 110, mais normalement c'est 130, ça sera la cinquième qu'on utilisera. Alors ce principe est valable sur la plupart des voitures, notamment celles de l'auto-école, d'accord, celles que vous allez utiliser. Donc vous pouvez vous fier à cette méthode. Pour le rétrogradage, c'est exactement la même chose, mais à l'envers. Donc de 130 jusqu'à 80, on est en cinquième. Dès qu'on passe 80 jusqu'à 60, ça sera la quatrième. Dès qu'on passe 60 et jusqu'à 40, on utilisera la troisième. Et, écoutez bien, de 40 jusqu'à l'arrêt total, on est en seconde. Donc on s'arrête en seconde. La première vitesse n'est pas faite pour s'arrêter. C'est une vitesse qui est juste faite pour démarrer. Ok, retenez bien ça, c'est important. Alors, maintenant, il existe une troisième méthode qui est tout aussi efficace. Vous la connaissez peut-être déjà, vous l'utilisez peut-être déjà. Moi, je ne vais pas vous la dévoiler dans cet épisode. Je vais vous laisser me faire des propositions dans les commentaires en dessous de la vidéo. Et je regarderai un petit peu tout ça et je vous donnerai la solution dans le prochain épisode si vous n'avez pas trouvé ou je vous la dirai quand même. Voilà, donc c'en est fini pour ce chapitre et on va passer au dernier chapitre de cet épisode qui est une notion ultra importante à connaître, le sur-régime et le sous-régime. Bon, que se passerait-il si au lieu de mettre ma deuxième comme c'est prévu à 20 km/h, j'attendais d'être à 30 km/h? De même, que se passerait-il si au lieu de mettre ma troisième à 40 km/h comme c'est prévu, je continue à accélérer jusqu'à 50 ou plus? Eh bien, je serai en sur-régime. Rappelez-vous, le régime moteur, c'est la vitesse de rotation du moteur. Et on l'entend au bruit du moteur. Et quand je suis en sur-régime, le moteur fait beaucoup plus de bruit. Bon, alors, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien d'être en sur-régime? En réalité, il y a un avantage et un inconvénient. Le gros avantage d'être en sur-régime, c'est que j'aurai beaucoup plus de puissance. Et c'est super utile, par exemple, pour faire un dépassement. Ou alors pour tenir le coup dans une belle montée. Ou alors pour m'insérer sur une route rapide. Le plus souvent, on l'utilise sur les voies d'accélération, par exemple sur l'autoroute. Ok, mais le revers de la médaille, par contre, c'est qu'on va consommer plus de carburant. D'accord? C'est un peu comme si vous tapiez un sprint au lieu de faire un petit footing. Vous allez consommer plus d'énergie. Et en plus, ça pollue l'atmosphère. Voilà, donc le sur-régime, en fait, est utile, d'accord, puisqu'il nous donne plus de puissance, mais il faut l'utiliser à bon escient. Alors parlons maintenant du sous-régime. Le sous-régime, c'est lorsque vous passez une vitesse trop tôt. Donc c'est comme si vous passiez votre deuxième vitesse à 10 km/h au lieu d'attendre d'être à 20. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que vous allez sentir que votre voiture est toute molle. Même si vous accélérez à fond, vous sentez qu'elle a du mal à repartir. D'accord? Même parfois, si on abuse un peu, on peut sentir qu'elle broute, on dirait qu'elle va caler. D'accord? Donc l'inconvénient d'être en sous-régime, c'est qu'on n'a aucune puissance.
c'est super dangereux. Imaginez que vous êtes en plein milieu d'une intersection et qu'il faut se dégager, ben là vous pourrez rien faire, d'accord? Enfin, vous ne pourrez pas accélérer. La seule chose à faire, justement, c'est de rétrograder, comme on l'a vu quelques chapitres auparavant. D'accord? Rétrograder nous permettra de nous remettre au rapport convenable et de nous relancer. Alors, est-ce qu'il y a maintenant un avantage à être en sous-régime? Eh bien, en fait, non. Il n'y a aucun avantage. Donc, la seule chose à faire, comme je vous l'ai dit, c'est de rétrograder. C'en est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode dans lequel on se penchera sur la manipulation du levier de vitesse. Alors, j'espère que ce cours vous aura plu et qu'il vous permettra de progresser plus vite. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire là-dessous et de me dire quelle est la troisième méthode qui permet de changer les vitesses au bon moment. Allez, à plus!